Il est 19h à Rabat, l'information se poursuit sur Média TV. Voici les grands titres de l'actualité. En Algérie, la situation des immigrés subsahariens est difficile. Amnesty International parle d'arrestations arbitraires et d'expulsions massives illégales. Plus de 2000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés depuis le 22 septembre et expulsés vers le Niger et le Mali. Et puis en France, le président Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi se sont entretenus aujourd'hui de l'éventuel exercice de l'option du Caire sur 12 avions de combat Rafale. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire. Au Sénégal, une conférence-exposition sur la place de l'art africain contemporain dans le marché international de l'art s'est ouverte hier à la Galerie nationale de Dakar. Il est question de promouvoir les échanges interculturels entre l'Afrique et l'Asie. Et avant de développer ces titres, sachez qu'au Maroc, le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat le premier président de la Cour des comptes en présence du chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani, et des ministres de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances. Selon un communiqué du cabinet royal, Driss Jetto a présenté un rapport contenant les résultats et les conclusions du Conseil sur le programme Al-Husseima Manarat al-Mutawassit. Le rapport a établi des dysfonctionnements enregistrés sous l'ancien gouvernement. En application de l'article 47 de la Constitution marocaine, 4 ministres en activité ont été limogés. La responsabilité de 5 anciens ministres a également été établie. Le premier des ministres démis de leurs fonctions est Mohamed Hassad, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et qui était auparavant ministre de l'Intérieur. Le deuxième est Hossein El-Wardi, ministre de la Santé sous les gouvernements de Saad Eddine Othmani et de Abd el-Ilah Ben Kiran. Le troisième est Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat, également sous les deux gouvernements. Le quatrième est Arbi Ben Cheikh, secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle et qui occupait avant le poste de directeur général de l'OFPPT. Ali Fassi Fihri, directeur général de l'ONE, a également été démis de ses fonctions aujourd'hui. On revient en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Direction l'Algérie et la situation des migrants subsahariens. Amnesty International dresse un tableau noir. L'ONG a dénoncé hier des arrestations arbitraires et des expulsions massives, illégales de migrants subsahariens par les autorités algériennes. Plus de 2000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés depuis le 22 septembre en Algérie et expulsés vers le Niger et le Mali, précise le communiqué. Selma Saïdi nous en dit plus. C'est dans le secret le plus absolu que les autorités algériennes continuent d'expulser les migrants subsahariens. Pas moins de 2000 migrants de pays d'Afrique subsaharienne ont été expulsés par l'Algérie depuis le 22 septembre dernier. Parmi eux figurent plus de 300 mineurs, dont au moins 25 étaient non accompagnés. Dans un communiqué rendu public, Amnesty International accuse l'Algérie de bafouer les droits des migrants en procédant à des arrestations arbitraires. D'après les investigations menées par Amnesty International, ces arrestations se fondaient sur le profilage ethnique, car les policiers et les gendarmes n'ont pas cherché à savoir si les migrants séjournaient légalement en Algérie, ne vérifiant ni leur passeport ni d'autres papiers. La plupart de ces personnes arrêtées à Alger, dans sa périphérie à Blida, à 50 km sud-ouest de la capitale, ont été conduites en bus à Tamanrast, près de 2000 km plus au sud avant d'être abandonnées par les autorités algériennes dans une localité du côté nigérien de la frontière, explique Amnesty dans un communiqué. Au moins une centaine d'autres laissés du côté algérien ont dû marcher pendant 6 heures dans le désert pour atteindre cette localité. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie procède à des expulsions collectives sans respecter les procédures légales. Amnesty précise que les expulsions collectives qui ne respectent pas les garanties d'une procédure régulière vont à l'encontre des normes internationales et de la loi algérienne. L'ONG a invité les autorités algériennes de mettre un terme de toute urgence à ces arrestations et expulsions illégales. Elle les a également invités à lutter contre la discrimination ethnique dans le pays et à réformer les lois sur les conditions de séjour des travailleurs migrants en Algérie. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia avait accusé les étrangers en situation irrégulière d'apporter le crime, la drogue et d'autres fléaux en Algérie. Quelques jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel estimait que les migrants subsahariens constituaient une menace pour la sécurité du pays. Et aujourd'hui, la presse, comme certaines organisations des droits humains, dénonce une instruction raciste anti-noire.
En Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies entame aujourd'hui une visite officielle de 4 jours à Bangui, la capitale, et Bangassou, une ville du sud-est du pays en proie aux violences communautaires. Ce séjour coïncide avec la célébration ce 24 octobre de la journée des Nations Unies dans le monde. Cette première visite d'Antonio Guterres comme secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique sera marquée par une rencontre avec les casques bleus. Diplomatie à présent et on prend la direction de la France. Le président Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi se sont entretenus aujourd'hui de l'éventuel exercice de l'option du Caire sur 12 avions de combat Rafale. Le président Macron a déclaré refuser de donner des leçons de droits de l'homme au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Sohab Taha pour les précisions. Abdel Fattah el-Sisi, en visite officielle à l'Élysée, ne pouvait espérer meilleur accueil alors que son régime est pointé du doigt pour sa violente répression politique. Le président français Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir donner de leçons sur les droits de l'homme à son homologue égyptien, prétextant un contexte difficile dans le pays des pharaons. Je suis conscient du contexte sécuritaire et des conditions dans lesquelles le président Sisi opère. Il n'est pas à Paris comme nous le sommes aujourd'hui. Et il a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre les mouvements terroristes, la lutte contre un fondamentalisme religieux violent qui a montré en Égypte tout ce à quoi il pouvait conduire. C'est le contexte dans lequel il a à présider et son gouvernement a à gouverner. Nous ne pouvons en faire abstraction. Mais plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, Amnesty International, le FIDH ou encore Reporters sans frontières, appelle Emmanuel Macron à demander au président égyptien de mettre un terme à la campagne de criminalisation des défenseurs des droits de l'homme. Elle souligne que l'Égypte connaît la pire crise des droits de l'homme depuis des décennies et réclame à l'Hexagone des signes concrets pour mettre fin à son silence, voire à sa tolérance. Paris, qui entretient des relations commerciales et sécuritaires importantes avec le Caire, vu comme un rempart contre le terrorisme dans une région en constante ébullition, avait promis que la situation en matière des droits de l'homme serait abordée dans cet entretien. Dans la lutte antiterroriste, la justice antiterroriste française est confrontée à une inflation de dossiers liés à l'extrémisme. Elle est ainsi menacée de saturation si de nouveaux moyens ne lui sont pas alloués. Pour en parler, on joint en direct depuis Paris notre correspondant Moustapha Tossa. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Manal. En France, alors les tribunaux sont lourdement embouteillés. On parle d'une inflation de dossiers. Comment la France gère-t-elle cette situation ? Oui, il y a de plus en plus de responsables de l'institution judiciaire française qui commencent à se plaindre que les tribunaux sont engorgés et qu'il y a de plus en plus de travail à gérer, surtout la justice antiterroriste. Alors après la pression sur l'appareil sécuritaire et militaire français, voilà que l'institution judiciaire se retrouve confrontée à ce nombre de plus en plus croissant de procès, de poursuites, d'informations judiciaires ouvertes. Et cela, l'institution judiciaire française a montré qu'elle n'avait pas les ressources humaines suffisantes pour traiter tous ces dossiers de manière correcte et traiter des dossiers complexes. Donc il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire et à adresser des messages au président français et au ministre et à la ministre de la Justice. Il faut absolument allouer d'autres moyens à cette justice si on veut qu'elle fonctionne de manière correcte et efficace, surtout que la France reste toujours sous la menace des actions terroristes. Alors, ça nous renseigne sur une situation, c'est qu'il y a de plus en plus de procédures et de mesures à l'égard de personnes jugées ou soupçonnées d'inscrire leur action dans le radicalisme, et ça a un impact sur l'institution judiciaire qui commence à se plaindre qu'elle n'a pas beaucoup de moyens pour gérer correctement ce défi sécuritaire et juridique sur la France. Moustapha, en parlant de procès terroristes, comment se préparent les autorités françaises à traiter juridiquement les cas des combattants européens de retour des zones de conflit ? Oui, c'est vrai, Manel, c'est le sujet d'actualité en ce moment en France et en Europe. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur français, préfère utiliser un anglicisme à la mode qui est de returnees. Les revenants, tous ces terroristes qui, sous la pression des coups de boutoir de la coalition contre Daesh, vont être obligés de revenir sur le territoire européen. Et on s'interroge sur la manière avec laquelle il faut les traiter. Est-ce qu'il faut les arrêter et les emprisonner
sous une forme de Guantanamo à l'européenne, ça a été refusé. Est-ce qu'il faut les juger de manière expéditive? Là, la justice a montré qu'elle a ses limites. Alors, il y a des personnalités de premier plan, notamment comme la ministre de la Défense Florence Parly, qui avait déclaré récemment dans une interview à une radio française que elle préfère que ces djihadistes, que ces terroristes meurent dans des théâtres d'opération et ne reviennent plus en Europe. Et on retrouve cette intonation même chez les responsables britanniques. Donc il y a une vraie complexité, il y a un vrai défi qui attend ces pays. Comment gérer ces revenants, avec quelle justice et avec quelle logique judiciaire il faut les traiter. Donc on est en pleine réflexion pour traiter la question des revenants. Merci beaucoup Moustapha Tossa pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Retour maintenant en Afrique du Nord, en Tunisie. On s'intéresse à ce texte de loi qui a suscité un tollé dans l'opposition et la société civile après son adoption au bout de 2 ans de controverse. Le président tunisien Beji Caid Essebsi a promulgué ce mardi une loi d'amnistie de fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature. Présenté par le président mi-2015, ce projet de loi prévoyait dans sa mouture initiale l'amnistie de certaines personnes, dont des hommes d'affaires poursuivis pour corruption en échange du remboursement à l'État des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Le texte a été revu. Il concerne désormais les fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des faits de corruption administrative et qui n'ont pas touché de pot de vin. L'Autriche est sur la voie des négociations pour former une coalition gouvernementale. Le dirigeant conservateur Sébastien Kurz et le parti d'extrême droite ont annoncé aujourd'hui l'ouverture des pourparlers attendus car les deux dirigeants ont multiplié les signaux en ce sens, qualifiant notamment de très constructives leurs discussions préliminaires. Si elles aboutissent, les négociations impliqueraient un retour au pouvoir de l'extrême droite. Parlons environnement à présent. Ça y est, le Parlement européen s'est prononcé aujourd'hui via un vote en plénière à Strasbourg pour une interdiction totale du glyphosate. La Commission européenne a révisé aujourd'hui sa proposition sur le renouvellement de la substance, désormais ouverte à une période d'autorisation réduite de 5 à 7 ans. Selon la résolution non contraignante, ces substances devraient être totalement interdites dans l'Union européenne d'ici au 15 décembre 2022 avec des mesures pour faciliter la transition. L'objectif est de permettre aux agriculteurs de mettre en place des alternatives. Retour maintenant sur les déclarations outrancières du ministre algérien des Affaires étrangères contre le Maroc. Après les propos de Abdelkader Msahel et le tollé provoqué, quel sera son avenir? Va-t-il démissionner? Élément de réponse avec Kader Abdrahim, chercheur et spécialiste du Maghreb à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. On l'écoute. Le problème, il est grave pour l'Algérie aussi. Je ne parle pas simplement de l'État, je parle de population. Il y a quand même 40 millions d'habitants dans ce pays. Et donc, on va continuer de croire que M. Msahel peut continuer à parler au nom de l'Algérie avec des propos aussi excessifs et donc insignifiant. Et par conséquent, il a discrédité la parole de l'Algérie sur la scène internationale. On ne parle pas comme ça lorsqu'on est un homme responsable. Je ne pense pas qu'il démissionne, parce que de toute façon, à l'intérieur de ce système politique algérien, tout le monde se tient par la barbichette pour parler de manière un peu triviale. Ça aura des conséquences sur les relations entre les deux pays. C'est une atmosphère qui se dégrade encore un peu plus. C'est des perspectives de rapprochement qui s'éloignent. Si vous voulez, dans ce contexte, le cas de la petite personne du ministre des Affaires étrangères est totalement secondaire, même si, malheureusement, il risque de garder son poste. Allez, on vous emmène au Sénégal maintenant, où une conférence en exposition sur la place de l'art africain contemporain dans le marché international de l'art s'est ouverte hier à la Galerie nationale de Dakar. Il est question de promouvoir les échanges interculturels entre l'Afrique et l'Asie. C'est un reportage signé Awa Diop et Mbia Indir. Symbiose, la diversité culturelle au service de l'art africain contemporain pour le développement, c'est l'objectif premier de ce programme artistique. Donc aujourd'hui, moi je pense que le monde appartient au métissage. Au-delà des frontières, normalement il ne devrait plus y avoir de frontières. Donc les gens doivent pouvoir se mélanger, échanger, partager pour un meilleur devenir dans tous les pays du monde. Et c'est l'idée dans laquelle
nous avons organisé cette manifestation. L'art africain s'offre au monde, une occasion pour les artistes coréens d'échanger avec leurs collègues sénégalais, un moment fort en brassage culturel. Une relation culturelle et artistique. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici pour avoir le temps d'organiser la picture et aussi de développer notre relation artistique. C'est pour ça que nous avons organisé cette exposition et aussi le petit séminaire. L'art africain contemporain au service de la protection de l'environnement. C'est l'une des représentations phares de ce vernissage. Cette installation, c'est la continuité de l'autre. C'est toujours sur les inondations. Parce que je l'ai intitulé Cry for Help, qui demande secours. Ce n'est pas les moustiques, mais c'est les sinistrés eux-mêmes qui demandent secours. Et j'invite toujours les sinistrés à prendre soin de leurs environnements. Parce qu'une fois qu'on a les canalisations bloquées ou quelque chose comme ça, il y a les moustiques qui s'y développent et le paludisme vient après. Objets d'art, ethnographie, religion, photographie, cette symbiose entre l'art africain et celui asiatique a pour mission de promouvoir la découverte des autres cultures, traditionnelles et contemporaines, entre les deux continents. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Au Maroc, le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat le premier président de la Cour des comptes en présence du chef du gouvernement, Saad El-Din Othmani, et des ministres de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances. Selon un communiqué du cabinet royal, Derejto a présenté un rapport contenant les résultats et les conclusions du Conseil sur le programme Al-Husayma Manarat al-Mutawassit. Le rapport a établi des dysfonctionnements enregistrés sous l'ancien gouvernement en application de l'article 47 de la Constitution. 4 ministres en activité ont été limogés. La responsabilité de 5 anciens ministres a également été établie. Le premier des ministres démis de leurs fonctions, Mohamed Hassad, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et qui était auparavant ministre de l'Intérieur. Le deuxième, El-Hussein El-Wardi, ministre de la Santé sous les gouvernements de Saad El-Din Othmani et de Abdel Ilah Ben Kiran. Le troisième est Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Habitat également sous les deux gouvernements. Le quatrième est l'Arbi Ben Cheikh, secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle et qui occupait avant le poste de directeur général de l'OFPPT. Ali Fassi Fihri, directeur général de l'ONE, a également été démis de ses fonctions. Et on revient en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions sur Média TV. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le JT Éco avec Oumaïma Slila. Merci de rester avec nous.